Depuis le Paléozoïque, bien des choses ont changé. Un grand nombre de groupes d'animaux peuplant l'océan Téthys se sont succédés au fil des millions d'années. Et d'un point de vue extérieur, géologique, la fameuse dérive des continents a bien façonné le visage de la planète depuis lors. Et à ce stade, elle nous semble désormais familière. Pourtant, à notre échelle de temps, nous sommes encore il y a très longtemps. Bonjour à toutes et à tous, comme vous vous en doutez très certainement, dans cet épisode, nous allons poursuivre notre expédition océanographique de l'océan Téthys. Après le Jurassique, place au Crétacé, la période qui vit l'apogée des dinosaures. En parlant de dinosaures, en fin d'épisode, je vous glisserai un petit mot sur un bouquin à découvrir. Allez, replongeons dans la Téthys. Ah oui, un dernier truc. J'ai souvent dit dans cette émission, rien n'est gravé dans la pierre concernant les sciences. Tout peut évoluer à tout moment. Eh bien, figurez-vous que, grosse coïncidence, une publication en lien direct avec le sujet de cette série vient de sortir. On en parle dans quelques minutes. Allez! Depuis le dernier épisode, quelques 20 millions d'années se sont écoulées. Pas grand chose géologiquement parlant, mais à notre échelle, ça représente tout de même 1 million de générations. Bref, quoi qu'il en soit, la transition Jurassique-Crétacé est désormais derrière nous. Nous voilà maintenant au Crétacé inférieur, il y a environ 120 millions d'années, à l'étage nommé Aptien. Aptien qui doit son nom à la ville d'Apt, dans le Vaucluse. Question climat, à ce moment de notre histoire, la température globale est relativement élevée par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et géologiquement, à la vue de cette carte, nous pouvons constater quelques changements depuis la période jurassique. L'océan Atlantique central s'est grandement élargi, tout en allant rejoindre l'océan Pacifique, ce qui au passage a littéralement coupé en deux le supercontinent Pangée. Sur le continent nord, la péninsule ibérique est engagée dans un mouvement de rotation anti-horaire, l'amenant peu à peu à l'emplacement que nous lui connaissons. Et la Téthys s'immisce maintenant en direction du Labrador, agrandissant ainsi l'ouverture de l'océan Atlantique Nord. Mais l'Europe du Sud demeure toujours un archipel. Plus au sud, nous voyons que le continent Gondwana a littéralement éclaté. L'Inde, alors séparée de l'Afrique, est maintenant totalement désolidarisée de l'Australie. Australie qui entame son périple vers le nord-est, alors que l'Inde glisse assez rapidement en direction du nord. On ne le voit quasiment pas sur cette carte, mais sachez que Madagascar s'est détaché de l'Inde. Et une autre chose que l'on ne voit pas sur cette carte, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud qui s'écartent l'une de l'autre, par le sud. À son tour, l'océan Atlantique Sud est en train de naître. Cependant, tout en se séparant de l'Amérique du Sud, l'Afrique, ou tout du moins la plaque africaine, soumise aux forces tectoniques, tout en pivotant sur elle-même, se dirige vers le nord, enveloppant ainsi une partie de la Téthys. C'est ainsi que naît la mer Méditerranée. En effet, même si cette portion de la Téthys est encore largement ouverte à l'ouest, vers le Pacifique, et à l'est vers ce qui deviendra l'océan Indien, scientifiquement parlant, géologiquement parlant, c'est à ce moment-là de l'histoire, durant l'Aptien, que naît véritablement la Méditerranée. Les reptiles marins, ils n'ont pas aimé la transition Jurassique-Crétacé. Il faut dire que ce fut une période de régression. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, il s'agit d'un retrait de la mer, diminuant le domaine épicontinental. Donc, ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'une fois de plus, certaines familles disparaissent. Et effectivement, sur notre graphique, on remarque que les reptiles marins sont en déclin. Leur population s'amoindrit au fil des millions d'années qui passent. Les plus touchés sont sans conteste les chéloniens, les tortues marines littorales. Puisque, comme nous le dit Nathalie Bardet, les deux familles du Jurassique terminal ne sont plus connues dans le registre fossile du début du Crétacé. Cependant, dès l'Aptien, des familles pélagiques bien diversifiées se mettent en place et feront perdurer le groupe. Le clade des thalattosuchiens, les crocodilomorphes, a lui aussi été durement touché.
Ils disparaissent du registre fossile durant les étages du Valanginien et de l'Haute-Rivien. Puis, une famille réapparaît durant un moment, tentant de coloniser le milieu marin. Mais cette famille ne semble pas connue dans le registre fossile, après l'étage suivant, le Cénomanien. Quoi qu'il en soit, ils referont parler d'eux, quelques millions d'années plus tard. Quant aux plésiosaures et autres ichthyosaures, eux aussi ont été affectés, puisqu'une famille de chaque groupe disparaît. Néanmoins, les plésiosaures connaissent un renouveau au cours du Crétacé inférieur, ce qui n'est pas le cas des ichthyosaures, qui eux verront leur population se réduire jusqu'à leur extinction définitive au cours du Crétacé supérieur. On y reviendra. Et quoi de neuf chez les chondrichthyens? Vous vous souvenez des zibodontes, ces requins primitifs dont nous avons parlé dans l'épisode précédent? Eh bien, l'âge d'or des zibodontes est définitivement terminé. Face à l'expansion des requins modernes pélagiques durant le Jurassique supérieur, au cours du Crétacé inférieur, les zibodontes se retirent dans les eaux douces des réseaux fluviaux. Un nouvel environnement où ils connaîtront une extraordinaire diversification, jusqu'à que sonne leur glas lors de la funeste crise de la fin du Crétacé. Vous vous rendez compte, ils ont évolué dans les mers du globe pendant plus de 300 millions d'années et survécu à 2 extinctions majeures. Quel succès évolutif! Pendant ce temps, leurs cousins modernes, les néocéalaciens, s'épanouissent et se diversifient de plus belle. On assiste alors, et ce durant tout le Crétacé, à une véritable ascension du groupe. Un grand nombre de nouvelles familles voient le jour durant cette période. Des familles encore présentes dans les océans d'aujourd'hui. Continuons notre périple direction l'étage suivant, le Cénomanien. Cénomanien qui, comme le dit Wikipédia, doit son nom à la ville française du Mans, dans la Sarthe, et plus particulièrement à l'ancien peuple gaulois, les Cénomanes. Nous voici donc au début du Crétacé supérieur, entre 100 et 94 millions d'années. Voyons voir. Apparemment, le continent Laurussia au nord reste assez homogène. Par contre, je n'en dirai pas autant concernant le Gondwana. Le continent est complètement disloqué. En effet, l'Amérique du Sud s'est largement écartée de l'Afrique, laissant place à l'océan Atlantique Sud. Et l'Afrique, désormais libérée, continue sa remontée vers le nord. Tout comme l'Inde qui, de son côté, suit le mouvement vers le nord de la plaque de transit, toujours en subduction. Et enfin, la partie est du Gondwana, future Océanie, migre tranquillou de 10 degrés vers le nord. Tout comme le petit morceau d'Indonésie, le bloc Argo, qui se retrouve totalement esselé au beau milieu de la Thétis. Une fois de plus, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez certainement noté que j'insiste lourdement avec mes vers le nord. Ce n'est pas anodin, car remarquez bien où se situe l'équateur. Prenez pour repère le continent africain. Et voyez où il se situe aujourd'hui. Tout ceci pour vous dire qu'en effet, durant cette période, l'ensemble des terres émergées était bien plus au sud que de nos jours. Revenons à notre carte. Tout à l'ouest, l'océan Atlantique central s'ouvre de plus en plus. Ainsi, l'océan Atlantique nord continue sa progression en direction du Labrador et du Groenland. Inutile de vous dire que tout ce chambardement géologique n'est pas sans conséquence et provoque des zones de subduction pour le moins chaotiques, comme par exemple ici, sur tout le sud du continent asiatique, le long de cette ligne parsemée de petits triangles noirs. Dans les mers du Crétacé supérieur, il y a du changement. Les tortues prospèrent doucement, les crocodiloformes déclinent pour un temps, et parallèlement, après plus de 150 millions d'années d'existence, le grand groupe des ichthyosaures disparaît pour des raisons qui nous sont encore inconnues à ce jour. D'un autre côté, le groupe des plésiosaures et pliosaures, maîtres incontestés des mers du Jurassique, font face à de nouveaux venus, les squamates. Squamates dont font partie les fameux et non moins redoutables mosasaures. J'imagine aisément que la concurrence a dû être dure dans les eaux de la Thétis, ou plutôt devrais-je dire dans les eaux de la nouvelle mer Méditerranée. Il y aurait-il un lien de cause à effet entre l'apparition des mosasaures et la disparition des ichthyosaures? Rien n'est moins sûr, car il n'existe aucune preuve fossile de la coexistence des mosasaures avec les ichthyosaures. De plus, ces deux groupes n'occupaient probablement pas la même niche écologique, si l'on en juge par leur capacité de nage
et leurs préférences alimentaires. Autre cause qui semble plausible. Partant du principe que les bélemnites représentaient une des sources principales de nourriture pour les ichthyosaures, d'après leur contenu stomacaux, et sachant qu'il a été constaté une raréfaction des bélemnites durant le Cénomanien, une rupture de la chaîne alimentaire pourrait être aussi une cause possible de leur extinction. De plus, la limite cénomanien-turonien, l'étage suivant, est reconnue pour avoir subi un réchauffement et avoir connu une crise anoxique, une diminution du dioxygène dans les mers du globe. Enfin bref, avec un peu de chance, l'avenir nous apportera des réponses. Les reptiles marins ont donc connu la perte d'un de leurs groupes. Eh bien, chez les chondrichthiens, quoique désormais on peut parler de requins. Donc, chez les requins, nous avons vu qu'un grand nombre de nouvelles familles apparaissent. C'est le cas par exemple de la famille des chimères, celle des raies, ou encore celle des poissons-scies. Vous l'aurez compris, dès la fin du Crétacé, la plupart des familles de requins actuelles sont entrées en scène. Vous rendez-vous compte? Plus de 400 millions d'années d'évolution. À notre échelle, c'est difficile d'appréhender un si grand nombre d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, et partant du principe qu'une génération dure 20 ans, eh bien 400 millions d'années, c'est 20 millions de générations. Et rien quoi. 400 millions d'années d'évolution pour devenir des organismes parfaitement adaptés à leur environnement et finalement se faire massacrer en grande partie par les grands primates que nous sommes devenus. Bref, les millions d'années passent, ce qui nous amène à la toute fin du Crétacé, au Maastrichtien, l'âge qui a vu sévir le célèbre Tyrannosaurus rex sur les terres lointaines d'Amérique du Nord. Comme son nom l'indique, il fut nommé ainsi à partir d'une craie sableuse dans les environs de la ville de Maastricht, aux Pays-Bas. Sur notre carte, l'Afrique, tout en s'éloignant de l'Amérique du Sud, pivote sur elle-même en direction du nord-est. Elle s'approche peu à peu du continent eurasiatique. Quant à l'est, la plaque de transit tétisienne, toujours en mouvement de subduction sous le continent asiatique, continue de glisser, emportant avec elle le continent indien. Et on remarque que le bloc Argo a fait bien du chemin depuis sa séparation du Gondwana, voilà plusieurs millions d'années déjà. Dernier petit focus sur la future Europe. Les forces tectoniques élargissent l'océan Atlantique Nord, qui de facto continue sa progression vers le pôle, et le Groenland s'écarte irrémédiablement de l'Europe. Au cœur de la nouvelle Méditerranée, la rotation de la péninsule ibérique est pratiquement achevée. Ce mouvement, associé à celui de la plaque africaine qui approche inexorablement, ceinture peu à peu la jeune mer qui n'est pas loin de se fermer définitivement. La Méditerranée est, pourrait-on dire, prise en étau, et soumise aux fortes pressions géologiques de la plaque africaine, le seuil méditerranéen se trouve compressé et de nouveaux reliefs émergent, et agrémentent ainsi l'archipel de nouvelles îles. Dans les mers de l'ancienne Thétis, devenue Méditerranée, chez les reptiles marins, on assiste de nouveau à une réorganisation faunique. Le grand groupe des plésiosaures, emblématique du Jurassique, bien que très diversifié à la fin du Crétacé, cède la place prédominante aux derniers arrivants, les mosasaures. Ces derniers évoluent et se diversifient à vitesse grand V. Véritables opportunistes et parfaitement adaptés à leur environnement, en quelques petits millions d'années, ils deviennent les prédateurs dominants, contraignant les plésiosaures à migrer vers un milieu différent. En effet, Nathalie Bardet nous dit que le registre fossile démontre que les plésiosaures, et l'asmosaure inclus, ne sont que très rarement retrouvés en association dans les gisements avec les mosasaures et les tortues, ce qui suggère un milieu de vie différent. En parlant de tortues, on peut constater sur ce graphique que ces dernières, ou tout du moins les grandes tortues pélagiques, sont bien adaptées à la haute mer et leur population prospère. En outre, notons qu'au Crétacé terminal, on assiste à quelques tentatives de colonisation du milieu marin par les crocodiles, ainsi que par les serpents. Serpents qui sont des squamates, et donc des cousins des énormes mosasaures. Avant de conclure, regardons ce graphique tiré de la publication de Nathalie Bardet. Celui-ci retrace l'évolution des populations des différents genres de reptiles marins, et ce depuis le Trias jusqu'à l'aube du Cénozoïque, au Paléogène.
Je ne vais pas le commenter car il synthétise plus ou moins ce que je vous ai raconté au cours de cette série. Je vous le laisse quelques secondes à l'écran. Mettez en pause si vous voulez vous y intéresser de plus près. Nous voilà donc il y a 66 millions d'années, la fin d'une ère. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez. Une météorite grosse comme l'Everest, l'extinction des dinosaures non aviens, la fin des zygomodontes, celle des ammonites, bref, l'avant-dernière extinction de masse de l'histoire, si l'on compte celle que nous sommes en train de vivre actuellement. En bref, nous voilà entrés dans l'ère Cénozoïque. Et cela, bien entendu, nous l'aborderons ultérieurement. Venons-en à cette publication que je mentionne en début d'épisode. En introduction de cette série, je vous disais que le script est basé sur des études datant d'il y a quelques années, donc susceptibles d'évoluer. Eh bien, c'est précisément le cas aujourd'hui. Si vous suivez les actus paléo très récemment, vous avez certainement entendu parler d'un nouveau continent, le 8e continent. Il a été découvert par une équipe de géologues européens. Un continent nommé Grand Adria. Adria comme la mer Adriatique. En effet, l'étude menée par les scientifiques ayant duré une dizaine d'années a permis de démontrer que durant le Mésozoïque inférieur, il y a 120 millions d'années, ce continent s'est enfoui sous l'Europe du Sud. Il s'agit d'un continent qui s'est détaché du Gondwana durant le Trias, et plus précisément de l'Afrique du Nord, voilà plus de 200 millions d'années. Vu de la surface, ce continent, de la taille du Groenland, ne laissait apparaître qu'un chapelet d'îles, mais sa plus grande partie était immergée dans une mer tropicale constituée de grands récifs coralliens, où lentement, les sédiments se sont accumulés et transformés en roches. Ces roches sédimentaires constituent aujourd'hui les chaînes de montagnes des Apennins, une partie des Alpes, la Croatie, la Grèce et la Turquie. Effectivement, lors de la collision avec l'Europe au Mésozoïque, ces roches se sont dispersées dans plus de 30 pays, allant de l'Espagne jusqu'à l'Iran. Et la seule partie restante, nous dit le chercheur, est une bande qui va de Turin jusqu'au talon de la botte qui forme l'Italie en passant par la mer Adriatique. Ce serait donc au cours de ce processus géologique datant de 200 millions d'années que serait née la mer Méditerranée, tout au moins sa partie orientale. Quant au bassin occidental, ce dernier, bien plus jeune, aurait vu le jour lorsque la Corse et la Sardaigne se sont séparées de la Provence. Voici donc une animation réalisée à partir des cartes tirées de la publication. Elle représente le mouvement du continent Grand Adria. Examinons rapidement cela de plus près. Il y a 240 millions d'années au Trias, Grand Adria est encore fusionné à l'Afrique. Notez sur la gauche les structures géologiques. Elles sont nommées Iran, ce qui n'est pas sans rappeler la plateforme Mégalassa que j'ai mentionnée, et dont l'Iran faisait partie. Par ailleurs, la péninsule ibérique est accolée à la France. Au tout début du Jurassique, à l'étangien, il y a 200 millions d'années. Grand Adria se désolidarise de l'Afrique, donnant naissance au futur bassin oriental de la Méditerranée. On avance 170 millions d'années, au Bajocien, Jurassique moyen. La péninsule ibérique entame sa rotation. Grand Adria est maintenant indépendant de l'Afrique. On continue. 140 millions d'années. Nous sommes au début du Crétacé inférieur. 120 millions d'années. La péninsule ibérique est presque à sa place actuelle. Le bassin de la mer Noire se forme. 100 millions d'années, on entre au Crétacé supérieur. Bientôt vont pousser les Pyrénées. 80 millions d'années, au Campanien, l'étage qui a vu notre terrible Arcovénator national chassé sur les futures terres du sud de la France. La croissance des Pyrénées est entamée sur sa partie ouest. Grand Adria est en pleine collision avec la plaque eurasiatique. 60 millions d'années. Nous voilà dans l'ère Cénozoïque, au Paléogène, et plus précisément au Paléocène. Le 8e continent se fracasse littéralement sur l'Europe du Sud. La plaque africaine resserre son étau. 45 millions d'années. L'Éocène, les premiers ancêtres des baleines nagent du côté du Pakistan. Grand Adria est en pleine subduction contre la plaque eurasienne. La Corse et la Sardaigne bougent. 30 millions d'années. Oligocène. À son tour, la plaque africaine entre en collision avec la plaque eurasienne, refermant ainsi le bassin oriental. 15 millions d'années, nous sommes désormais au Miocène, la première époque du Néogène. La Corse et la Sardaigne sont désormais à leur place, ouvrant ainsi le bassin occidental.
Parallèlement, l'Afrique referme son étreinte sur le sud de l'Espagne. La Méditerranée est désormais celle que nous connaissons. À quelque chose près. Au cours du processus, Grand Adria s'est enfoui sous l'Europe du Sud. Et il faudra donc attendre 15 millions d'années pour que d'opiniâtres scientifiques la découvrent. Voilà pour le 8e continent et une nouvelle hypothèse toute fraîche concernant la formation de notre Méditerranée. Comme quoi, grâce aux sciences et aux chercheurs, on en apprend tous les jours un peu plus sur notre passé. Ainsi, de nouvelles hypothèses comme celle-ci voient le jour, et certaines deviendront des théories que l'on enseignera dans les collèges et les lycées dans les années à venir. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande l'excellent article de ma collègue géologue Erika Verel sur son tout nouveau site internet actugéologique.fr. Le lien est bien évidemment en description. Bien, je voulais donc vous glisser un mot à propos de Mésodome, un bouquin écrit par mon collègue Antoine Lacroix, journaliste scientifique à la revue Dinosaures, Préhistoire et Fossiles. Il s'agit d'un roman d'aventure mettant en scène un jeune paléontologue, français de surcroît, qui se retrouve embrigadé dans une aventure pour le moins mystérieuse, rocambolesque, et ce au cœur de la forêt amazonienne. Bien entendu, je ne vais pas vous spoiler, mais sachez toutefois que nos chers dinosaures sont de la partie. Je ne vous en dirai pas plus, si ce n'est que c'est dans la droite lignée du monde perdu de Conan Doyle ou autre Jurassic Park de Michael Crichton. Crichton? Bon bref, vous m'avez compris. Toujours est-il que si vous aimez l'aventure et la paléontologie, soyez certain que vous passerez un excellent moment en compagnie des protagonistes de cette aventure. Perso, j'ai bouffé le bouquin en 2 séances de lecture sans voir le temps passer. Alors foncez, et s'il en vend plein, ce que je lui souhaite, il nous en écrira un autre. Le paléo-thriller est un genre trop rare dans la littérature. Voilà, ça s'appelle Mésodome, c'est écrit par Antoine Lacroix et paru aux éditions Les Presses du Midi. Je vous laisse le lien en description. Ceci dit, j'espère que cet épisode fut à la hauteur de vos attentes et que vous aurez apprécié notre aventure tétisienne. Je remercie Julien Benoît et Erika Verel pour l'aide qu'ils m'apportent à l'écriture. Bien entendu, un énorme merci aux Utipeurs et tipeurs, vous avez été généreux ce mois-ci, ça me donne un peu d'oxygène. Merci beaucoup. Sur ce, commentez, partagez, likez et à la prochaine. Bye bye.